Alors, nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde sur... Ah, pardon. Voilà. À moins que vous vouliez recommencer sur... mais de toute façon, on va continuer à parler des ingrédients, des parfums anciens et de leur importance dans la création contemporaine, puisque nous parlons du passé, mais nous voulons montrer aussi que le passé n'est pas seulement un endroit poussiéreux qu'on va fréquenter de temps en temps, dans lequel on se rend, mais c'est un formidable tremplin, une formidable source d'inspiration pour la suite. Alors, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de présenter Mathilde Laurent et Maurice Roussel, mais bon, en quelques mots, je vais quand même rappeler quelques-uns de vos hauts faits, et en particulier le fait que vous, Mathilde, vous êtes sensible aux odeurs depuis votre plus jeune âge, mais vous ne vous destinez pas à devenir parfumeur, mais plutôt photographe. Et finalement, c'est la vie qui en a décidé autrement le jour où les parents d'une amie vous ont dit qu'ils vous imaginaient parfumeur et vous ont conseillé de faire les IPCA. Vous écrivez dans Sentir, le livre que vous venez de faire paraître, « Je ne suis pas devenue parfumeur parce que j'étais passionnée par l'univers de la parfumerie, mais parce que j'étais fascinée d'une part par les odeurs et d'autre part par la création. » Vous êtes entrée très jeune chez Guerlain, où vous avez créé plusieurs parfums comme Shalimar Eau Légère, Aqua Allegoria, Herba Fresca, Pamplune ou Rosa Magnifica. Et vous êtes ensuite allé dans la prestigieuse maison de joaillerie Cartier, où vous êtes depuis 2009, pour prendre le rôle de parfumeur maison. Depuis, vous avez créé énormément de parfums qui sont extrêmement célèbres, comme Baiser volé, Déclaration d'un soir, L'envol, La panthère, pour n'en citer que quelques-uns, et bien sûr, la très célèbre collection des heures. Vous aviez écrit un ouvrage en 2015 intitulé « Un monde d'odeurs » et très récemment, donc vous avez fait paraître un autre ouvrage qui s'intitule « Sentir le sens » et qui est paru aux éditions Né Littérature en collaboration avec Sarah Boisse. Maurice, vous êtes parfois qualifié de diamant brut de la parfumerie. Je cite un article du Figaro. Et vous êtes entré dans le monde de la parfumerie, pas directement par les odeurs non plus, mais par la chimie chez Chanel, il y a quelque temps, auprès d'Henri Robert. Après un passage à IFF et chez Quest, vous êtes devenu parfumeur chez Dragonco, qui est devenu Simrise aujourd'hui. Vos concurrents et amis s'accordent à dire que l'écriture de vos parfums est simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, parce que vous ne voulez parler que de l'essentiel dans une formule. Pour vous, la parfumerie est un message, une passion à partager, un vecteur de lien privilégié. Je ne citerai pas la liste de vos créations parce que je crois que nous serons encore là demain matin, mais nous pouvons malgré tout citer Envy de Gucci, 24 Faubourg, Iris Silver Mist de Serge Lutens, Tocade de Rochas, L'Instant, Insolence chez Guerlain, etc., etc. Donc, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir tous les deux, extrêmement honorés également. Et nous allons donc voir le lien avec ce passé. Dans l'ouvrage Sentir le sens, Mathilde, vous écrivez que votre apprentissage chez Guerlain reposait sur des traditions ancestrales, ce qui vous donne parfois l'impression d'être un parfumeur du début du siècle dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Un, deux. Oui, c'est tout simple. En fait, quand je suis entrée chez Guerlain, il se trouve que l'IFRA n'était pas encore aussi vaste, je ne sais pas, envahissant qu'aujourd'hui.
Et j'ai pu en fait découvrir ce que malheureusement peu de jeunes parfumeurs qui m'ont suivi à l'ISIPCA et qui en sont sortis après moi ont eu la chance de voir, de sentir. Peut-être Maurice a eu cette chance, je ne sais pas, mais donc quand je suis entrée chez Guerlain, j'ai pu voir des poches de castor, comprendre comment on faisait l'infusion de castoreum. La civette, j'ai pu manipuler beaucoup de pâtes de civette puisque ça faisait partie de mes attributions de tester la civette et donc de faire les premières teintures pour contrôler. Marine en sait quelque chose aussi. On a beaucoup contrôlé la pâte de civette. Donc aussi l'infusion de vanille, tout simplement, et plus délicatement, je dirais. En même temps, la civette, c'est très délicat, justement. Ça m'a permis de découvrir, en fait, tout l'intérêt des matières premières animales. On parle très souvent du musc, mais on oublie, en fait, d'autres matières animales qui, parce qu'elles sont dites fécales, en fait, font très peur ou beaucoup rire. Alors qu'en fait, justement, de pouvoir les expérimenter dans une maison ancestrale, avec des pratiques, des infusions qui dataient effectivement d'une autre époque, c'était une chance incroyable qui m'a beaucoup marquée et beaucoup servi. Donc c'est la raison effectivement pour laquelle j'ai l'impression d'appartenir à un autre siècle, puisque j'ai été baignée et formée dans cette parfumerie du début du siècle, en fait. Parmi les ingrédients que vous avez rencontrés à cette époque-là, lesquels vous ont marqué, lesquels vous avez réutilisés ou vous avez tenté de retrouver dans des parfums? Je dirais presque tous, en fait, parce que effectivement, tous les ingrédients animaux, ça c'était très frappant. Mais aussi, je me rappelle avoir manipulé de la concrète d'iris dans des pots de 15 kilos, du tolu, faire chauffer du tolu, et du coup en recevoir sur le visage en laissant tomber le bidon de tolu au point que ça vous brûle tout le visage et que ça vous laisse des cicatrices, ce que j'aurais pas pu imaginer en le sentant dans une dilution. Donc à l'époque, j'ai compris justement en étant au contact des ingrédients, puisque Jean-Paul Guerlain considérait, et à très juste titre, que je devais passer beaucoup de temps en fabrication, donc être au contact des concentrés, bien sûr, des formules, mais aussi de la matière en énorme quantité. Donc, ouvrir le couvercle d'une bassine de 100 kg de coumarine, ça donne une image de la coumarine qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut sentir sur une mouillette quand elle est diluée à 10% dans l'alcool. Et tout ça, en fait, ça forge une connaissance de l'ingrédient très, très documentée et très 360 pour employer un terme assez moderne. Merci beaucoup. Et vous, Maurice, alors, quelle est votre relation avec les ingrédients du passé? Très affine. Pour moi, les ingrédients, c'est Il faut juste que vous preniez le micro. Ça marche, hein ? Non, je pense qu'il faut appuyer ici pour que ça devienne vert. Oui, nos ingrédients, un peu, ce sont les lettres de l'alphabet. C'est avec ça qu'on écrit. Et je n'ai aucun racisme quant à la provenance, quant à l'odeur. Ça marche mieux. Ouais. Voilà. Je disais que je ne suis pas raciste parce que les matières premières ce sont les lettres de l'alphabet, les couleurs primaires du peintre, les notes en musique, etc. Voilà. Donc elles sont ce qu'elles sont et il faut faire avec. Voilà. Je rebondis sur les matières premières animales, d'origine animale. Là. Bon, évidemment, quand on sent le vrai musc que j'ai découvert chez Chanel, oui, c'était quand même assez stupéfiant. Quand on sent l'ambre,
aussi chez Chanel, le castoreum, toutes ces notes. Il faut bien voir aussi que ces notes ont un impact parce qu'elles viennent du vivant. Et on ne produit pas que toujours de bonnes odeurs. Si vous prenez la jolie petite fleur de jasmin, il faut bien savoir que dans le jasmin, il y a une molécule qui s'appelle l'indole, qui est en quantité non négligeable, qui est très scatolique quelque part, puisque en fait, le scatol, c'est le méthylindole, donc la proximité de l'odeur est très similaire. Et il y a un autre produit aussi qui s'appelle le paracrésol, et là, ça vous sent l'écurie. Donc c'est une question de dosage. Je dirais que d'une certaine manière, c'est comme dans les bruits. Si vous écoutez le bruit, le gentil bruit du petit rossignol, mais multiplié par 10 000, ça va être intolérable. Mais si vous écoutez le décollage du Concorde diminué par 10 000, ça va être supportable et ça sera utilisable. Donc, c'est une petite précision. On revient à la question. C'était quoi déjà la question? Votre lien avec les ingrédients du passé, mais en tant que chimiste, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des... On a parlé des naturels, mais quel est votre lien particulier avec les ingrédients issus de la chimie de synthèse et qui sont parfois très riches également et très puissants? Oui, bien sûr. Je dirais que moi, je ne suis pas raciste, que ce soit de la chimie ou de la nature. Elles ont une utilité. C'est à nous de trouver la bonne utilité et le bon dosage. Je ne vais pas faire l'apologie des matières premières naturelles. Ce qui est intéressant quand on fouille un petit peu dans le passé, etc., si on prend par exemple la généalogie du parfum, prenons dans la généalogie, vous avez ce qu'on appelle les fougères. Les fougères, bon, vous avez un accord de 4 matières premières principales, coumarine, lavande, géranium, puis je ne sais plus quoi encore. Et voilà, ça c'est intéressant parce que c'est avec ces 4 matières premières qu'on va continuer à faire des fougères. Mais ces matières premières elles-mêmes vont évoluer, non pas en tant que telles, mais un peu dans l'histoire. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la bergamote, on mettait 10%, 20%, 50% de bergamote à une époque. Maintenant, on va mettre au départ, parce qu'il ne faut pas choquer les gens, 5% ou moins de dihydromyrcénol. Et après, on passe à 25%, 50%, etc. Et c'est monté jusqu'à 50% de dihydromyrcénol. Et là, je parle de parfumerie fine. C'est-à-dire que petit à petit, les gens s'habituent à de nouvelles matières premières. C'est comme l'histoire de l'éthylmaltol avec comment il s'appelle le truc de Mugler, Angel. Alors, on crie au scandale quand c'est sorti, il n'y avait que 4 pour 1000 de maltol, enfin d'éthylmaltol, pas de maltol. Et maintenant, il y en a 50 sur 1000, c'est-à-dire plus de 10 fois plus dans le dernier succès de Féanco. Ce que je veux dire par là, c'est que on utilise les matières premières pour... Si vous prenez un parfum, c'est quoi un parfum finalement? C'est quelque chose qui est frais en tête, reste à définir la fraîcheur, et quelque chose qui est confortable sur le fond. Avec tout ce qu'il peut y avoir, par exemple, de connotation apile, sex apile, etc., ou de gourmandise, puisque la gourmandise, d'une certaine manière, si on l'illustre par la vanilline ou la vanille, la nouvelle vanilline, c'est l'éthylmaltol. Quelle sera la prochaine vanilline, super vanilline? Vous aurez eu la vanille, la vanilline, l'éthylmaltol, et après quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, ou qui existe peut-être déjà quelque part. Je pense que les matières premières, qu'elles soient donc d'origine naturelle ou synthétique, évoluent dans le sens que je viens de vous expliquer, à savoir qu'elles ont une fonction. Donc, remplacement de la bergamote par du dihydromyrcénol, etc., etc. La coumarine par des super coumarines comme on en a maintenant, des tonka-lactone ou des machins comme ça, qui sont issus dans la chimie. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une matière première du passé qui vous a particulièrement inspiré dans un parfum? Ben écoutez, on parlait encore des notes animales, bien sûr, le musc, parce que quand j'ai découvert le musc chez Chanel, je me disais comment c'est possible qu'on peut utiliser ce machin-là, c'est pas possible. Et leur façon de couper le musc, parce que ça coûtait en 1973, donc c'était en francs, ça coûtait déjà 350 000 francs le kilo. Donc la tentation était très très grande
de faire une adultération, de le couper. Le meilleur moyen de le couper, c'était de pisser dedans. Voilà, ton sur ton, ça se voit pas. Ah, je savais pas ça. Je n'avais pas vu ça chez Guerlain. Oui, alors, je me suis intéressé aux muscles parce que, bon, au départ, quand on sent le muscle, c'est extrêmement rébarbatif. Et puis, on s'y accommode. Ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours un phénomène d'accommodation. Et ce qui est intéressant dans le muscle, en fait, c'est pas forcément le côté désagréable du top note qui est très animal, très fécal, tout ce que vous voulez, c'est le fond. Le fond, ça sent la peau de bébé. Mais une peau de bébé propre, sans le caca. Il est parti déjà, le caca. Et c'est dû à quoi? À une molécule qui s'appelle la muscone. Donc j'avais mis au point certaines techniques chez Chanel pour doser la muscone, pour vérifier un peu la pureté justement du muscle. Et finalement, la muscone, je la sens très très bien, et c'est la seule molécule, je dirais, musquée que je puisse sentir. Les galaxolides, enfin toutes ces molécules qui sont censées sentir le muscle, je les sens quasiment pas. La seule que je sens, c'est la muscone. Et quand j'en mets, j'en mets. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Donc, il y a eu plein de... Ça a été découverte pour moi, Chanel. Évidemment, je venais de nulle part, je ne connaissais rien à la parfumerie, je ne savais même pas comment se faisait un parfum, etc. Et puis, bon, c'était un bon dépucelage, je dirais. Voilà. Et Mathilde, est-ce que vous souhaitez aussi nous parler d'une matière considérée comme des parfums d'autrefois que vous avez... Alors, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi du musc qui m'a beaucoup fascinée. Bon, moi, j'ai travaillé un peu avec le génol, avec la note œillet que j'ai voulu redonner au public parce qu'elle était totalement oubliée. Et donc, j'ai travaillé avec le génol dans une note œillet, en essayant de la moderniser justement et de faire un œillet plutôt très frais et très floral, presque vert, presque fruité aussi, en lui donnant des accents de fraises écrasées presque, en travaillant donc à partir du clou de girofle et de l'eugénol. Et c'est vrai que pendant tout le travail de ce parfum, qui est donc l'heure convoitée dans la collection des heures, très souvent le commentaire « oh là là, c'est vieillot », en fait, et même mes amis parfumeurs en fait se demandaient pourquoi je travaillais avec le clou de girofle. Mais moi, je considère toujours que plus une matière première est oubliée, et plus justement elle peut constituer une forme de futur. Parce que finalement, les jeunes générations ne l'ont pas dans le nez, donc ils n'en sont pas lassés. Et pour autant, ce sont des ingrédients qui correspondent à des fleurs qui existent dans la nature et qui donc font partie de l'imaginaire commun et aussi d'une histoire potentielle de famille, d'un rapport avec la nature. Donc, le clou de girofle, pour moi, c'était tous ces possibles-là, de recréer l'odeur d'une fleur qui peut avoir touché énormément de gens dans leur parcours de vie et qui peut aussi faire partie d'une histoire de l'art du parfum collective, puisque les notes œillet étaient très très appréciées dans les années 20 et ont constitué vraiment un momentum dans l'histoire de l'art du parfum. Donc je trouvais très important d'offrir ça à nouveau et puis de faire un lien, un pont entre l'histoire actuelle de l'art du parfum et l'histoire passée de la création en parfumerie. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que vous écrivez et ça, visiblement vous avez donné un nom particulier à ce lien de vos parfums avec le passé par le terme parfumistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce mot ? Alors ce mot, en fait, il est venu au fur et à mesure des années par le besoin, en fait, que j'avais toujours d'expliquer
aux gens qui travaillent avec moi, que ce soit des gens de marketing, bien sûr, des gens de presse, mais aussi des gens de communication, quand on travaille sur comment on va montrer mes parfums, par exemple. Donc, à tous ces gens que je rencontrais pour leur donner, pour leur passer un message, leur expliquer tel ou tel parfum, ou justement leur expliquer ce que j'attendais d'eux et ce qui est important pour moi quand on travaille sur un de mes parfums. Donc je leur expliquais toujours avec des périphrases, des longues démonstrations, qu'il fallait que leur travail prenne sa source dans l'histoire de la parfumerie, au cœur même au cœur même du parfum, de son histoire, de l'histoire de la parfumerie, de l'histoire de l'art du parfum, des ingrédients, enfin, de la culture du parfum et de la culture de la parfumerie. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà fait 10 phrases pour dire juste qu'il faut que tout autour du parfum, selon moi, soit parfumistique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas d'un parfum en mettant juste un corps qui devrait représenter le parfum, alors qu'en fait, un corps ne représente pas un parfum. On ne peut pas travailler sur le parfum sans chercher à le comprendre et sans avoir une démarche parfumistique. Voilà, donc ce terme, en fait, il est arrivé petit à petit à force de faire des longues phrases et de voir tout le monde s'endormir et repartir, en fait, en se disant, bon, bah, je vais bien faire ce que j'ai envie de faire et puis ça ira bien. Et donc, en fait, voilà, un beau jour, j'ai fini par prononcer ce mot parfumistique. Et finalement, il marche très bien, ce mot. Et donc, ça a vraiment amélioré, je dirais, mes briefs, parce que les gens comprennent tout d'un coup que s'il existe un mot, peut-être que ça veut dire que c'est quelque chose de réel et qu'il faut quand même réfléchir 5 minutes à avoir une démarche parfumistique. Vous, Maurice, diriez-vous que votre démarche est parfumistique aussi? J'ai beaucoup réfléchi à la cause. Il y a eu un bouquin qui s'appelait Introduction à la parfumerie ou Questions de parfumerie, qui avait été édité il y a... Bible. Bien sûr. Une Bible pour les jeunes parfumeurs et pour le jeune parfumeur que j'étais en premier. À lire, n'oubliez pas de prendre de l'aspirine quand même. Pour souligner justement ce lien avec le plonger ses racines dans la parfumerie du passé aussi. Rejoindre ce grand courant de la parfumerie. Oui, bien. Et de la création. Oui. Écoutez, la création, c'est un beau mot, hein. C'est un gros mot d'ailleurs, mais avec un G majuscule. La création, c'est quand même quelque chose qui est dû à un créateur. Et créateur n'est pas qui veut. Je pense qu'il faut avoir quelque chose en soi. On peut apprendre toutes les matières premières de la parfumerie, c'est pas pour ça qu'on n'arrivera à faire un parfum. Voilà. C'est un petit peu science sans conscience, les cœurs de l'âme, parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien les matières premières et qui ne savent pas les utiliser. Ça, c'est la science. Et les utiliser, je dirais, c'est la conscience. C'est un peu hermétique peut-être, mais... Il faut que vous mettiez le micro plus près. Non. Je répète ou pas? Bon. Je disais donc la science, c'est de connaître un petit peu ces matières premières, etc. Mais ce n'est pas parce que vous serez capable d'identifier, comme un œnologue, un vin en le goûtant ou en le regardant, que vous arriverez à en faire quelque chose. La conscience, en fait, c'est de savoir utiliser les matières premières. Quand on a une idée, il faut toujours avoir une idée. Et c'est avec justement ces matières premières qu'on construit l'idée. Et après, on la peaufine pour faire le parfum. On ne fait pas un parfum tout de suite, d'emblée. Voilà. Donc pour ça, je parle de conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et l'inverse, d'ailleurs. Parce que, d'une certaine manière, quelqu'un qui a envie de créer des parfums, mais qui n'a pas la possibilité d'utiliser les matières premières, ça sera très gênant. Mais l'inverse également, on peut très bien connaître les matières premières, mais ne pas arriver à créer un parfum.
C'est un peu philosophique. C'est peut-être pas là que vous vouliez aller. Si, c'est tout à fait là que nous voulions aller. Et nous reviendrons sur des conseils que vous pouvez donner aux parfumeurs. Mais je souhaitais aborder la notion de choc olfactif. En fait, quand on contemple toute cette histoire de la parfumerie, quels parfums vous ont particulièrement marqué et inspiré? Ce qui, bien sûr, donne du crédit au travail de l'osmothèque aussi, parce que est-ce qu'il est important encore aujourd'hui pour les jeunes parfumeurs de sentir les créations du passé et pourquoi? Je pense que c'est important, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure quand j'ai pris la parole, tout de suite je suis reparti aux origines de la parfumerie, par exemple d'une branche de la parfumerie qui était les fougères. Donc si on veut connaître les fougères ou les ingrédients des fougères, on va dans le passé. Donc il y a un chemin, je pense que comment vous dire, choc olfactif d'abord. Choc olfactif, j'en ai eu pas mal dans ma carrière. Notamment, je pense qu'un des premiers, c'était le sauvage. Bon, je devais avoir 14 ans à l'époque. Et quand j'ai senti ça, c'est l'époque où on va au lycée, les bisous aux filles. « Oh, tu sens bon, qu'est-ce que c'est, gna gna gna. » C'était magnifique, c'était pour moi une révélation. Et puis après, ça a été l'habit rouge. Alors, habit rouge, du temps de sa splendeur, parce que bon, il n'est plus tout à fait comme il était à cette époque-là. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pour les masculins, mais il y en a bien d'autres. Hein. Il y a le Devin, d'Estée Lauder, il y a le Z14, Alston. Enfin, il y en a plein. Il y a beaucoup de très très bons parfums. Et à chaque fois, quand il y a une grande nouveauté, c'est ça qui déclenche le choc. Voilà. Le choc olfactif, c'est une nouveauté dans la qualité. Parce qu'on peut très bien avoir des produits très très, très chers, mais qui n'ont absolument aucun intérêt. J'ai beaucoup plus, d'admiration pour un origami qui est fait avec 3 bouts de papier, mais qui a une forme originale, qu'un fatras d'or, de platine, de diamant et de rubis qui n'est que ni tête. L'intérêt, c'est de trouver une forme olfactive nouvelle et évidemment, si possible, d'utiliser les bonnes matières premières pour mettre cette forme olfactive en valeur. Alors, des chocs olfactifs, ça peut aussi être provoqué par, je vais citer quelques masculins, il y a des féminins. Il y a beaucoup de produits qui sont excellents sur le marché. Il n'y a pas que ça, malheureusement, mais il y en a quand même qui sont très, 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 très bons. Et puis, un choc olfactif aussi, ça peut être des matières premières, des matières premières qui peuvent donner une idée. Donc, notamment dans les produits naturels, d'origine naturelle. Et je vous ai amené une solution d'une essence de magnolia. Bon, c'est pas le magnolia comme on voit ici, c'est pas la grosse fleur blanche qui est très suave, etc. Ce magnolia vient de Chine. Il s'appelle Michelia alba, de son nom botanique. Et c'est par hasard qu'il m'est arrivé dans les mains par Monique Rémy, qui se baladait aussi en Chine et qui m'a ramené cet échantillon et qui me disait qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça vaut le coup de le développer, etc. Je dis, bon, on va voir. Apparemment, ce n'était pas génial à le sentir comme ça, mais l'intérêt d'une matière première, c'est son effet dans un parfum. Et là, je travaillais à l'époque sur le tocade, et j'en ai mis un poil dans le tocade. Je ne pouvais pas mettre plus qu'un poil, même un demi-poil, parce que la capacité de production n'excédait pas mondiale. Ça venait de Chine, c'était un produit qui n'était absolument pas connu, utilisé en parfumerie. C'était 500 grammes, etc. Donc, si j'en avais mis un pour 1000 dans la formule du tocade, quand ils ont commandé 20 tonnes, il m'aurait fallu 20 kilos. Alors, 20 kilos, 500 grammes, je me serais coulé, j'aurais coulé ma boîte, ça aurait été un drame. Donc, je téléphone Monique Rémy et je lui dis combien je peux en mettre dans la formule. Et puis voilà, j'en ai mis un petit peu. J'en ai mis un petit peu parce que je voulais encourager le paysan chinois à continuer si je n'en avais pas mis, le Chinois, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait arraché ses trucs et puis on n'aurait pas cette matière première. Alors, deuxième parfum que j'ai mis, c'était le 24 Faubourg.
coup de téléphone à Monique Rémy, et là, tu peux monter un peu plus, etc., etc. Troisième parfum, c'était une Bigucci que vous avez cité, et pareil, un peu plus. Bon, j'en mets de temps en temps. Maintenant, cette matière première est accessible, je ne veux pas dire par n'importe quel tonnage, mais ce n'est pas au niveau de quelques grammes. Voilà. Donc, cette matière première m'a fait tilt. C'est donc aussi un choc, comme il y a d'autres matières premières en ce moment là qui sortent, enfin depuis quelques années, des notes boisées extrêmement puissantes, extrêmement violentes, des trucs qu'il y a comme par exemple chez Symrise qui s'appelle Ambroseni, Ambrostar, et qui ont des équivalents dans les autres sociétés. C'est la création, les chimistes créent, et j'espère qu'ils créent quelquefois pour se faire plaisir, mais leur tâche c'est aussi de nous faire plaisir en tant que parfumeurs, parce qu'ils sont payés pour ça. Et vous mettez bien en valeur, enfin, ce dont on a parlé en particulier tout à l'heure sur l'importance de la filière, en fait, et Oui. La conscience aussi, et la connaissance qu'on a et la responsabilité qu'on prend de plus en plus dans ces filières en tant que parfumeur, en tant que maison de parfum, pour ne pas assécher une filière tout de suite, l'encourager parce qu'elle en vaut la peine, et en même temps suivre les producteurs pour que... C'est ce que disait tout à l'heure un peu Marine, je crois. Ouais. Un peu dans l'idée. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et vous, Mathilde, alors, vous vouliez nous parler d'un parfum particulier, d'abord de vos chocs olfactifs, hein, qui sont... il y en a Tout à fait, oui. plusieurs, apparemment, très importants. Ben, je crois que c'est le destin d'un parfumeur. En fait, il commence très tôt, justement, par des chocs olfactifs dès l'enfance. C'est ce que décrivait Maurice. Et moi, je dirais que mon premier choc olfactif, je crois même qu'il est intra-utérin. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, j'ai découvert très tard que un des parfums que j'adore et que je mets au panthéon olfactif, qui est Femme de Rochas, avait été porté par ma mère bien avant ma naissance, en fait. Et donc moi, je l'ai découvert à Lizipka, en fait, parce que ma mère ne se parfumait pas. Et donc, je n'avais pas de notion de parfum maternel. Je l'ai découvert à Lizipka. Ça a été un choc, vraiment, véritablement, un choc olfactif très fort. Pour moi, le choc olfactif, c'est un choc esthétique total. C'est une espèce de coup de cœur absolu pour une abstraction esthétique inexplicable, et c'est pour ça qu'on parle de choc, en fait. C'est qu'il y a une forme de sidération face à une beauté inconnue. Pour moi, c'est pas forcément nouveau. Maurice disait il y a besoin d'une nouveauté pour avoir un choc olfactif. Je pense que ça, c'est quand on est parfumeur. Une fois qu'on est devenu parfumeur, on a besoin d'innovation, de quelque chose de jamais senti pour pouvoir avoir un choc olfactif. Quand on a 6 ans ou quand on a même 18 ans et qu'on découvre les parfums, c'est vraiment une émotion esthétique extrêmement forte et assez inverbalisable, je dirais. Et je dis souvent que plus je suis émue esthétiquement, moins je peux dire de quoi est faite l'odeur. Donc je suis incapable, à part si on me donne quelques clés, incapable de décrire mes chocs olfactifs par des ingrédients. Donc, vous les décririez comment alors? Ben, je peux les décrire en émotion, je peux les décrire en toucher, je peux les décrire de manière sensationnelle, voilà, par des sensations, mais c'est toujours difficile de les décrire par des ingrédients. Après, ça dépend de la formation des parfumeurs, mais c'est vrai que moi, j'ai pas une formation ultra technique, et j'ai une formation qui fait que je peux rester assez coite de beauté devant un parfum. Donc j'ai d'autres chocs olfactifs comme Mitsuko, bien sûr, qui est un des premiers parfums que j'ai senti consciemment et qui m'a vraiment ouvert à l'olfaction.
Et j'ai aussi l'eau de parfum d'Helmut Lang, qui est un parfum que je porte régulièrement et qui a un grand choc esthétique. Vous vouliez nous parler aussi de l'heure perdue. Oui, alors l'heure perdue, je ne sais pas si mes flacons sont arrivés. Génial. L'heure perdue, en fait, c'était vraiment un travail justement sur le passé, sur une parfumerie du passé, revisitée totalement de manière totalement moléculaire. Donc, le lien avec le passé, c'était essayer de décrire une époque perdue, justement, qui est celle de l'enfance, d'y associer une molécule qui est celle de la vanille, la vanilline, et en même temps de créer quelque chose d'assez charnel, en fait, pour ramener tout un chacun à l'odeur de la mer, en fait. Et donc j'ai travaillé avec une molécule qui est, je dirais pas que c'est tant que ça une molécule du passé, mais c'est une molécule assez peu considérée. Et donc ma démarche, c'est toujours de considérer ce qui est oublié ou ce qui est évincé, pour peu importe les raisons. Et oui, sacrazole. Et donc là, je vous ai apporté le sacrazole, que Maurice connaît certainement très bien, et Olivier, j'en parle pas. Mais voilà, c'est une molécule en fait qui a été assez peu considérée en parfumerie, qui existe depuis toujours. Je ne saurais pas quelle est la date de découverte, Olivier. Voilà, dans les années 50. Donc voilà, parce que aussi le passé, c'est comme la notion de nature. Où commence le passé, où commence le présent. Donc dans les années 50, en fait, moi j'étais pas née, donc c'est déjà le passé, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le début du 20e ou la fin du 19e. Et donc cette molécule, en fait, moi quand je la découvre, je la trouve absolument géniale, hyper intéressante, et je commence à travailler avec elle, bien qu'elle qu'elle ait déjà peut-être plus de 50 ans, et qu'elle soit assez peu usitée en parfumerie. Et je pense que Maurice parlait tout à l'heure du maltol et de l'éthylmaltol. Quand Angel est sorti, le maltol existait déjà depuis plusieurs années. 72. Depuis, voilà, donc probablement 20 ans. Hein. Parce que Angel, c'est quoi? C'est voilà, 92. Donc c'est une molécule qui avait déjà 20 ans et dont personne n'avait eu l'idée de créer autour. Donc c'est aussi très intéressant de se dire que le passé n'a pas forcément 100 ans, mais peut avoir tout simplement 50 ans ou 20 ans, et que parfois le passé c'est aussi ce qui est dépassé ou passé inaperçu, et je trouve que c'est... Merci. Alors, cette molécule, donc, c'est le sacrazole, ou appelé aussi le sulfurol, et qui est une note, en fait, qui sent le lait chaud, et qui, pour moi, en fait, produit aussi une sensation de peau chaude. Et moins on en met, plus il est puissant, en fait. Donc, il faut s'en méfier, parce qu'effectivement, c'est en mettant moins qu'on peut augmenter sa présence dans l'accord. Voilà, donc cette heure perdue, c'est vraiment justement une illustration de ce qu'on peut créer de nouveau en cherchant à évoquer le passé, à évoquer en même temps quelque chose d'universel qui est le lien mère-enfant, voilà, les liens de chair qui unissent les êtres, en partant d'une molécule oubliée et d'une époque que je n'ai pas vécue. Voilà. On aimerait encore vous poser beaucoup de questions et vous écouter parler tous les deux très longtemps.
Mais au-delà du fait qu'on ne va pas vous enfermer ici, on va aussi libérer cette assemblée. Mais avant cela, je voudrais une conclusion, si c'est possible, ou est-ce que vous souhaitez parler de l'éducation ou l'importance de l'éducation olfactive, ou plutôt un conseil aux jeunes parfumeurs? Qu'est-ce que vous choisissez comme axe? Ou sur notre époque, vous avez dit que notre époque a plus envie de justesse que de nouveauté. Quel axe vous choisiriez, Maurice, pour... Écoutez, moi je suis autodidacte et 100% autodidacte. C'est pas parce que je suis passé chez Chanel que j'ai été formé parfumeur chez Chanel, pas du tout. Donc je dirais que c'est s'intéresser au départ, ça m'intéressait absolument pas. Et petit à petit, ça m'a intéressé. Et plus qu'intéressé, ça m'a passionné. Et j'ai travaillé. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. À partir du moment où on a la passion en soi, et si on trouve un terrain pour exercer cette passion. Mais il faut du travail, c'est comme le sport. J'ai fait beaucoup de sport également. Si on ne s'entraîne pas, on n'arrivera à rien. Donc vous diriez aux jeunes parfumeurs, santé et travailler. Exactement. Aller à l'école si vous voulez ou pas, bien sûr. Pour pouvoir sentir, il faut avoir à sa disposition les matières premières. Et continuer à explorer le monde des odeurs. Ouais. Parlant des chocs olfactifs, encore tout à l'heure, j'ai oublié une chose, c'est que moi j'ai été ébahi, stupéfait, gros choc olfactif, quand j'ai découvert la fleur de tiare, quand j'étais à La Réunion pour faire un triathlon justement, et devant ma case où j'habitais, il y avait un frangipanier, enfin un arbre à tiare. Extraordinaire. La tiare, magnifique. Et deuxième, pareil, c'était une fleur, et c'était en Champagne, c'est la fleur de vigne. Donc on peut sentir qu'à une certaine période, ça fleurit maximum, même pas tout à fait une semaine, et c'est vraiment microscopique, c'est tout petit. Et il faut sentir la grappe, etc. Et ça a été une révélation. D'ailleurs, le premier, ça a donné des parfums, et le deuxième, la fleur de vigne, ça a donné, ce que vous disiez tout à l'heure, la Envy Gucci, entre autres. Voilà. Donc, la nature peut vous inspirer des fleurs, et c'est pas parce que ce n'est pas en faisant une analyse chromatographique ou une analyse chimique. Je pense que le nez peut supplanter, à partir du moment où on connaît bien ces matières premières, l'analyse, on va dire, scientifique. Et ça se travaille. Merci. Et vous, Mathilde? Alors, je dirais, comme vous parliez tout à l'heure de conseils aux jeunes parfumeurs, en fait, si j'ai un conseil à donner et que j'essaye de m'appliquer, c'est de ne jamais penser qu'on sait, en fait, et toujours revenir justement aux ingrédients avec une espèce de naïveté, comme si on les avait jamais sentis. Parce que, comme l'ont dit aussi Marine, Véronique et Céline, les ingrédients aujourd'hui évoluent et finalement on a des méthodes d'extraction qui font que les lavandes d'aujourd'hui, c'est plus les lavandes d'hier et que donc il faut toujours reconsidérer l'ingrédient. Donc moi j'essaye de continuer à faire tous les jours des séances d'olfaction à l'aveugle pour arriver toujours sans a priori sur les ingrédients, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de penser qu'on sait et d'avoir des a priori. Donc ne pas remettre son nez sur la lavande en se disant que ouais, ça y est, bon, c'est bon, j'ai senti, ça fait 30 ans que voilà, machin. Bah non, en fait, il faut toujours revenir avec humilité et en ne se considérant pas sachant, et redécouvrir et vraiment et plonger dans l'ingrédient, qu'il soit naturel ou synthétique. Maurice l'a dit, pour moi, un ingrédient, c'est un ingrédient naturel, synthétique. C'est la même chose, où ça commence, où ça termine, personne ne le sait en fait. Donc,
plonger dans l'ingrédient, mais vraiment, comme disent les Américains, deep dive. C'est vraiment entrer dedans, se laisser envahir, se laisser emporter même presque jusqu'à l'inconscient dans l'ingrédient, de manière à le visiter en fait. Il faut que le parfumeur entre dans l'ingrédient. C'est pas l'ingrédient qui rentre dans le nez du parfumeur, c'est le parfumeur qui rentre dans l'ingrédient pour le visiter jusqu'à ses tréfonds. Et ça permet de renouveler aussi sa créativité, parce que découvrir des facettes d'un ingrédient qu'on n'avait pas remarqué ou qu'on n'imaginait pas, en fait, ça déploie la créativité. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut terminer sur ces mots. C'était magnifique. Donc, il faut visiter les ingrédients. Je crois qu'on va tous essayer, même quand on n'est pas parfumeur, de visiter les ingrédients. C'est la base. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. Isabelle.